Salut à tous. Comme demandé et comme promis, je vous offre un tour d'horizon, un tour de plaine, un état des lieux des cultures, un mois avant la récolte de la majorité des cultures. Est-ce que vous reconnaissez la culture de blé? J'ai pris l'outil que je devrais tout le temps avoir avec moi. S'il pouvait tenir dans la poche, il y serait tout le temps. La bêche pour explorer l'horizon supérieur du sol. L'idée est de constater des choses. Alors on va voir ce que le sol nous cache. Et là vous le savez certainement, ça se remarque facilement. Les jours sont très ensoleillés, très peu pluvieux, par endroits orageux, de grosses averses. De la grêle, des dégâts, c'est pas toujours de la pluviométrie, c'est pas toujours de l'eau utilisable par les cultures, c'est plus du dégât qu'autre chose. Les cultures sont en manque important, en gros déficit hydrique. Ici dans le coin, en Sud-Touraine, il a plu, mais à peu près moitié moins qu'en année habituelle. Surtout ce mois de mai, ici on a eu 7 mm, alors qu'en temps normal c'est 10 fois plus. Les cultures à un moment où elles sont, vous allez le voir, en floraison, ou passé floraison, les étamines sur les épis là, de blé sont sorties, toutes sorties. Il va commencer à se remplir le grain. Et là ce qu'on voit, on est dans un terrain argileux. Donc vous voyez, il est en train de fendre. La terre se contracte. Normalement ces espaces là qui aujourd'hui où il y a de l'air sont occupés par l'eau. Et il est en train un petit peu de peiner, de souffrir. Bon, il y a des situations encore pires, hein, parce qu'il a encore un feuillage vert sur une grande moitié de la plante. Mais là, ce qu'il est en train de faire, vous voyez, il est en train de s'enrouler comme un papier à cigarette. Il est en train de se protéger de l'évapotranspiration. Normalement, la feuille devrait être étalée comme ça. Et là, en journée, hop, il adopte cette position-là. Il préserve un maximum l'eau. Là, il est en train de remplir ses grains. Et on va faire un petit profil. Vous voyez, la terre est complètement friable et pas du tout humide, hein. Tout ça c'est sec. Alors là, ce qu'on constate, il y a un chevelu racinaire qui est là, du blé, ça appartient au blé, ces racines-là. Donc voilà, de toute façon, je ne me faisais pas d'idée, le profil est sec. Et vous allez voir un petit peu plus loin, il y a des cultures qui sont encore bien plus secs et des terrains qui ont encore une plus faible réserve utile. La réserve utile, c'est la capacité du sol à stocker et à libérer l'eau aux cultures, aux vivants qui est dessus, dans les semaines où il n'y a pas de pluviométrie. Et là, les réserves utiles sont arrivées au bout. Dans la région, on a même des restrictions en eau. Les agriculteurs ne peuvent pas irriguer certaines journées de la semaine, 3 journées il me semble. Et il est prédit qu'à la fin de l'été, le département sera basculé en état de sécheresse. Donc ce qu'il lui faudrait au blé, c'est de l'eau pour pouvoir remplir convenablement ses grains. Donc là, il va se dépêcher plus vite que d'habitude d'essayer de les remplir. Là, il s'aperçoit qu'il y a peu de chances qu'il ait de l'eau jusqu'à l'été prochain. Jusqu'à l'été, en temps normal, la moisson, c'est dans un peu plus d'une quarantaine de jours, mais là, va peut-être être anticipé. On ira voir les orges, vous allez voir que c'est encore plus anticipé dans les orges. Elles sont en train de mûrir bien plus vite que d'habitude. L'état sanitaire, il y a eu quand même une attaque, une remontée de septoriose, une maladie du feuillage surtout. Elles étaient touchées, je suis intervenu avec un fongicide, puis un autre fongicide pour... J'ai protégé la dernière feuille également, c'est elle qui fait et qui génère la majorité du rendement final des grains. Bon, depuis tout à l'heure, je suis à côté de cette cuvette que j'avais remplie d'eau et que j'ai posée il y a une dizaine de jours. J'ai observé et puis analysé la présence en insectes de la parcelle. Je l'avais encore jamais fait dans une parcelle de blé à cette période-là de l'année. Là, ce qui m'intéressait et ce que mes confrères croisaient dans leur parcelle, c'est l'insecte, un petit moucheron, la cécidomie, qui s'est pas mal développé dans le coin. Alors ici, je n'en ai pas capturé grâce à ça. Ça a été l'objectif, hein, d'essayer de les capturer s'il y en avait. J'en ai pas décompté ici, j'en ai décompté sur une autre parcelle. Mais avec une pression en cécidomie, en insecte assez faible. Le seuil n'était pas atteint, le seuil de nuisance
Donc là on va l'enlever. J'ai trouvé 4 insectes, 4 petits moucherons en 48 heures dans la cuvette jaune. Et il faut commencer à s'inquiéter quand même quand il y en a une vingtaine. Et puis s'il y a une présence le soir des insectes qui volent aux alentours des épis. Et il est ici à la surface de l'eau, voilà, c'est des petits insectes oranges. Et là c'est particulier à cette année. On a un mois de mai chaud et sec. Ce genre de fin de printemps sec est très propice au développement des insectes. Et vous allez voir que les cultures en étaient garnies. Donc voilà pour la cécidomie. Donc j'ai analysé les risques, observé, je ne suis pas intervenu avec un insecticide ici sur le blé. Et il n'y en aura plus à partir de maintenant car là le grain est en train de se remplir, il va devenir laiteux, pâteux. Du coup, je n'interviens plus sur la culture de blé. On va la laisser mûrir encore 40-50 jours comme ça. Et pour cette année, j'ai pas de blé en terrain séchant. Je trouve qu'il encaisse bien le manque d'eau et ses excès de chaleur. On a des 25-30 degrés. Demain, il est annoncé de plus de 30 degrés. Et peut-être une dégradation du temps dans les jours à venir. On l'espère, on croise les doigts. Mais à chaque fois qu'il est annoncé une dégradation, elle ne vient pas. Donc 7 mm sur le mois de mai. On a eu quand même 46 mm sur le mois d'avril. Donc c'est pas beaucoup. C'est mieux que certains coins de France. Et on est quand même clairement très étonné de l'état quand même des cultures. Elles arrivent à encaisser quand même le stress. Alors ce que l'on pense, ce que l'on croit, ce qui est sûrement vrai, c'est qu'il y a un bon état d'enracinement des cultures. Durant l'hiver, là aussi, il n'y a pas eu beaucoup d'eau par rapport à d'habitude. Et ce qui favorise quand même l'enracinement, le bon enracinement, la bonne descente des racines dans les profils inférieurs du sol. Et peut-être que la culture s'appuie aujourd'hui sur ça, sur cet avantage récupéré, acquis de l'hiver. Donc voilà, je ne sais pas combien ça va rendre. Ça sera pas la meilleure année, mais ça sera, je pense, pas la pire. Voilà, on croise les doigts. L'espoir, toujours l'espoir. Et je vous parle de cécidomie, petit insecte avec des ailes. Mais il y a aussi d'autres insectes dont je vais parler sur d'autres cultures un petit peu plus loin. Il y a eu des pucerons, là aussi beaucoup plus que d'habitude. Des pucerons qui, eux, viennent aussi, comme la cécidomie, sucer les épis. La cécidomie, je ne vous l'ai pas dit, mais ce qui est surtout nuisible, quand il commence à y en avoir beaucoup, c'est qu'elle pond ses larves à l'endroit où il y aura le grain, aux alentours du stade floraison, et aux endroits où la larve était, il n'y aura pas de grain ou très faiblement réduit, flétri, ridé. Là aussi, donc, il y avait pas mal de présence de pucerons, plus que d'habitude. Je vous en ai trouvé quelques-uns. Voilà, il est particulier, il est orangé, marron, parfois un peu tirant vers le vert avec des poils dessus. Et là aussi, beaucoup plus présent que d'habitude. Et malgré qu'il était beaucoup plus présent, je n'ai pas déclenché d'insecticide car le seuil n'était pas atteint. C'était que des foyers, des zones de quelques mètres carrés où il y avait quelques colonies sur les épis. Il faut compter un puceron par épi pour commencer à s'inquiéter. Là, on n'y était pas du tout, mais très particulier par rapport aux autres années. Voilà, toujours des insectes. Allez, je vous emmène voir le tournesol, qui est juste pas loin, qui lui a été semé au printemps, il y a quelques jours, il y a un mois. Que là, les blés, les orges, les colzas que vous verrez ont été semés à l'automne. Ce sont derrière moi des cultures d'hiver, que le tournesol, c'est une culture de printemps. En termes de fertilisation, les blés ont reçu, selon les précédents, selon qu'il y avait un colza l'année d'avant, ont reçu entre 150 et 170 unités d'azote par hectare. Et ce sont des variétés, c'est un mélange variétal que je fais moi-même, composé d'une variété de blé Ascot plus macaron plus Césario. Et l'année prochaine, je change ce mélange, je renouvelle, je change la variété Ascot pour la variété ultime. Et particularité de cette variété ultime de blé, c'est qu'elle va être pour moi un levier agronomique pour se protéger justement des attaques de cécidomie. Cette variété est résistante à l'insecte dont je vous parle juste avant, orange, ce petit diptère. Et du coup, parmi mon mélange, il y aura une variété sur 3 qui sera résistante de manière variétale. Ça pesera dans la balance les années futures où j'utiliserai ce mélange en culture pleine, de décider ou pas une intervention insecticide en cas de dernier recours si la pression est trop forte. Mais d'un point de vue variétal, la culture de blé, avec ce nouveau mélange, se défendra mieux contre les attaques de cet insecte s'il devient de plus en plus présent, si les conditions météo deviennent de plus en plus, au fur et à mesure des années,
chaude et sèche comme celle-ci. L'année dernière, le coup de chaud, pour info, est arrivé au mois d'avril et je pense qu'il a été plus préjudiciable pour les cultures, surtout pour les orges. Bon, on verra, on va pouvoir faire le bilan une fois que la moisson sera faite. Vous reconnaissez le tournesol, toujours dans les mêmes types de terre, argilo-calcaire, ici un petit peu de tuf sur la partie droite. On va aller dans une zone à peu près exemplaire. Donc là, il est déjà passé 4-6 feuilles par endroit. Il encaisse un peu mieux le chaud et le sec. C'est une culture de printemps comme le maïs qui adore le chaud. Mais vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de frais. Je me demande, je ne sais pas comment font les plantes pour arriver à survivre là-dedans. Bon, les nuits sont pas non plus caniculaires, hein, c'est pas la canicule non plus. Mais on a un développement de culture quand même. Donc là, il y a un petit peu plus gros comme tournesol, mais il y a aussi plus petit. Voilà, on est à peu près à ce stade-là partout. Le semis, la levée sont réussis sur à peu près toutes les surfaces que j'ai semées. Quand il va pleuvoir là-dessus, la végétation va vraiment exploser. Il attend que ça pour exploser. C'est explosif comme culture. Aujourd'hui, je peux passer pour apporter l'engrais, mais du jour au lendemain, on ne peut plus passer. On se fait trop de dégâts à passer en tracteur et la culture devient assez haute. Donc j'apporterai l'engrais, environ 50-60 kg d'azote, ici au dernier moment, à la limite passage tracteur. Donc voilà, ça va être la future intervention que je vais faire. Ce qu'il y a eu, alors il y a eu assez peu de dégâts de limaces. Il y a eu quelques pigeons, une vingtaine de pigeons des fois qui se mettent sur la crête là-bas ou qui se mettent à l'abri des arbres derrière. Donc je faisais des rondes journalières tout le temps pendant 3 semaines à fond, le temps qu'il acquiert ses premières vraies feuilles. Ce qu'il y a eu aussi, on parle d'insectes tout à l'heure, les pucerons étaient très présents ici sur ces parcelles, pas sur toutes. Donc sur la moitié des surfaces, sur 15-20 hectares, j'ai eu gros d'attaques. Les feuilles se sont recroquevillées, les pucerons en s'installant crispent les feuilles, ils sécrètent des choses pas très intéressantes pour la culture. Les feuilles se défendent, se recroquevillent et puis du coup elles ne sont plus étalées, elles peuvent plus prendre le soleil, la plante régresse presque, elle reste bloquée. Du coup j'ai dû intervenir, le seuil était dépassé. À un certain niveau d'attaque, à un certain niveau de présence des pucerons, on va dire 1 pied sur 10, la nuisibilité est acceptable, mais là on était à plus de 50% des pieds, 1 pied sur 2, il y avait une présence de pucerons. Là il fallait que je décide quoi faire. Il y avait pourtant des auxiliaires, des araignées, des coccinelles, mais à un certain niveau, il n'y a plus assez d'auxiliaires. Vous voyez, les petits insectes. Donc sur les autres surfaces, et puis même encore ici, on continue de voir des pucerons, mais dans une moindre mesure, et pas préjudiciable pour la viabilité économique quand même de la culture. Donc là, il s'est perdu, il y a par endroits dans les coins de parcelles, sous les arbres, près des haies, il y a un peu moins de plants car ils ont été mangés pas mal par les pigeons. Mais bon, il y aura du plan quand même. S'il y en a 2-3 par mètre carré, ça va encore. Donc très particulier, encore une fois, lié à l'année. Une météo sèche et chaude qui ont attiré les pucerons bien plus tôt que d'habitude. Et depuis que je fais du tournesol, depuis que je suis revenu à la ferme, je n'étais encore jamais intervenu contre les pucerons. Et là, on est vraiment dans une année presque hors du commun pour le coin, où on n'a jamais vu d'attaque comme ça de pucerons à ce point là. Dans ce qu'il y a comme ici, je pense que c'est un tournesol qui a été mangé par des lièvres. Il y a quelques lièvres, quelques unités par-ci par-là qui se trimballent. Et eux, ils aiment bien le tournesol, surtout les plus beaux. Ils vont manger la tête, la sectionner, manger, puis un petit peu boire aussi, par la même occasion. Et puis les conditions sèches et chaudes le font certainement se le désaltérer encore un petit peu plus dans la culture. Donc ça a été semé du 17 au 19 avril de mémoire. Là nous sommes le 21 mai. Donc la culture là, elle a un petit peu plus d'1 mois. Et je vous ai trouvé un tournesol qui est toujours sous le feu de l'action des pucerons. Vous voyez que le port de la feuille n'est pas du tout étalé, il est crispé, il est refermé. Que tout à l'heure, voilà, toutes les feuilles normalement devraient être étalées comme ça, ouvertes. Là, peut-être il y a une ancienne attaque, elles étaient là, et les pucerons maintenant sont sur cette feuille-là. Ils sont ici au cœur, un petit peu protégés, puis au fur et à mesure des jours,
la feuille va se refermer, se recroqueviller, il va se tasser, et puis pour la viabilité du plant, c'est très préjudiciable. À un moment donné, il va se tasser, il va plus pouvoir faire de photosynthèse, le plant, et il va rester chétif si rien n'est fait. Et vous voyez, je vous prends en gros plan ces pucerons, ils ont vraiment la tête dans l'assiette, leur tête est piquée dans le feuillage. Et une fois que la plante est affaiblie et exploitée et puis qu'elle n'est plus très intéressante, les colonies de pucerons développent des individus avec des ailes, des individus ailés qui iront migrer sur les plantes voisines saines et iront développer des individus suceurs. Voilà pour ces tournesols semés mi-avril. J'en ai semé une dizaine de jours après, qui eux n'ont pas reçu d'eau depuis le semis. Vous allez voir que le stade de développement n'est pas du tout le même. Et voilà la deuxième partie du tournesol. Donc il se distingue à peine, je pense, à l'écran, car il est beaucoup moins développé. Vous voyez son état de développement. D'autant plus que là, il n'a pas eu d'eau depuis le semis, bientôt un mois passé. On est dans les sols les plus séchants de l'exploitation, des limons à silex. Donc pas de réserve en eau. Donc là, il va beaucoup plus patiner, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui. D'autant plus que toutes les parcelles sont enclavées de bois. Donc les pigeons sont pas mal en bordure. Parfois ça les gêne pas d'aller au milieu. Donc il y a eu quelques pertes de plants. Et là je m'aperçois qu'il y a pas mal d'attaques de pucerons. Les pucerons sont arrivés, ça y est. Ils sont là. Et là aussi beaucoup plus en bordure qu'en plein champ. Là c'est épargné. C'est pas cool parce que en 24 heures de temps, hier il n'y avait pas cet état sanitaire recroquevillé de la culture. Alors pour les pigeons, j'ai mis en bordure un effaroucheur par portion de 3 hectares. Ici il y a 10 hectares. J'en ai mis un ici, mais hier il y a eu du vent. Il n'y a plus le cerf-volant au bout. Donc il va être dans le coin, sûrement dans les bois. Ah, il est là-bas par terre. La ficelle a lâché. Hop. On va remettre ça en place. Parce que même si les tournesols les plus avancés, quand ils ont 2-4 feuilles comme cela, les pigeons ne leur font plus rien, mais il y aura encore des levées ultérieures. J'ai bon espoir. S'il pleut dans les 24-48 heures comme c'est annoncé, il y aura des pluies ultérieures, il y aura d'autres levées, car tout n'est pas levé. Et du coup, il faut continuer de les protéger. C'est reparti, là-bas c'est bon, et j'en ai un troisième, je le vois pas, qui est au bord de la route. Là par contre, il n'y a ni le cerf-volant, ni le mât. Bon là clairement il n'y a rien d'autre que la pluie pour lui faire plaisir, pour décoller. Là elle patine quand même si c'est incroyable ce qu'elle a réussi à créer comme petit feuillage, la culture, sous ces chaleurs et ce sec persistant. Bon, on a quelques ronds de chardon aussi qui se déclarent, mais là-dessus il n'y a rien à faire. Donc voilà, il reste que le pieu, on va dire, que la partie en terre qui sert à maintenir le cerf-volant. Il y a un mât, c'est-à-dire 2 barres métalliques engagées l'une dans l'autre, une partie plastique qui bouge avec le vent, et une ficelle et le cerf-volant. Et la partie supérieure de l'équipement n'est plus là. Alors il est possible que le cerf-volant s'envole comme tout à l'heure, se décroche, la ficelle se décroche. Des fois la partie plastique se casse, mais la partie métallique qui est dans le rail ici, qui s'engage ici jusque là, n'est plus là. Donc il existe des personnes qui sont capables de voler un équipement utilisé, pour mon cas, pour faire peur aux pigeons, pour protéger une culture de production de tournesol, d'huile, de tourteau, de nourriture pour les animaux. Ça n'arrive pas que chez les autres. Mes confrères se font voler des effaroucheurs sonores qui font une détonation en journée. Il est impossible que la partie métallique se soit envolée.
Donc sur cette partie de champ, sur cette bordure qui fait à peu près 10 mètres de large jusqu'à la route 100 mètres plus bas, je ne vais pas venir ressemer, je ne vais pas chercher à faire lever la culture, à la faire réussir, à la protéger avec un effaroucheur à nouveau pour me le faire voler à nouveau. Je ne produirai rien, je ne produirai pas de tournesol ici. Ici, vous voyez des feuilles séchées, ça c'est du tournesol. Ça c'est du tournesol, il y avait 2 plants ici. Donc c'est des attaques de lièvre. Donc il faut composer avec tous ces ravageurs. Allez, là je vous emmène juste à côté, dans les orges, qui sont juste là, dans les mêmes types de terre. Limon, cailloux, superficielle, faible réserve hydrique, c'est là où on met les orges à chaque fois, car c'est elles qui s'en sortent le mieux. Dans ces terrains-là, elles mûrissent plus vite que le blé. On fait jamais du blé, du moins moi j'en ai jamais vu de mon vivant. Il s'en est fait à l'époque de mon grand-père, mais ils se sont ramassés des mauvaises récoltes et l'orge s'en tire un petit peu mieux, encore plus cette année que le sec arrive au mois de mai. Vu qu'elle anticipe un petit peu plus son remplissage de grains par rapport au blé, elle s'en tire un petit peu mieux. J'ai un potentiel entre 5, j'ai dû tabler sur mes historiques 5,5 tonnes par hectare. On va voir ce qu'il en est. Là aussi la bêche, je ne sais pas si on va arriver à la planter. J'ai aussi enlevé le bazooka que j'allume irrégulièrement, pas tous les jours, pour continuer de protéger les levées tardives de tournesol. Je l'enlève, j'ai pas envie de me le faire voler. La majorité du tournesol est levé, mais je voulais en protéger plus, tant pis. Vous voyez ici, au premier plan, elle est un petit peu plus verte qu'au second plan. Elle est un petit peu plus jaune. Il y a des ronds de terre et puis de capacité à retenir l'eau qui se dessinent, hein. C'est pas régulier partout, une parcelle. Là, on a une orge qui est à hauteur de la taille, qui a toujours été jolie, alors qu'habituellement ici, dans ces terrains quand même hydromorphes, qui manquent d'eau à la sortie du printemps et qui suffoquent sous l'eau pendant l'hiver. Cet hiver n'était pas pluvieux, donc elle a bien pu se développer, s'enraciner aussi. On pense qu'elle s'est bien enracinée pour pouvoir résister tant qu'elle peut à ce manque d'eau. Donc on a une décoloration quand même du végétal plus prononcée, plus jaunie que dans les blés. C'est normal, hein, en temps normal il y a toujours un petit décalage, elle est un petit peu plus claire et puis elle mûrit un petit peu plus tôt. Elle est sur son point de bascule, elle passe du vert au jaune. Et cet été, ça sera totalement jaune. Là, les épis se chargent en éléments. Ils étaient pleins d'eau, le peu qu'il y avait. Et ils sont au stade pâteux. Vous voyez, quand on écrase un grain, eh bien, c'est visqueux à l'intérieur. Il a passé le stade laiteux. Bon, on a une présence d'épis, un nombre d'épis intéressant. C'est pas très garni, mais c'est pas clair non plus. Il se porte quand même bien. Bon, la bascule est un petit peu rapide. Normalement, ça tourne pas au jaune si vite. On a quelques jours d'avance. Les organismes techniques nous indiquent que la moisson va peut-être être avancée de 5-10 jours par rapport à d'habitude si le sec persiste. Et si évidemment, fin juin, début juillet, on n'est pas sous l'eau, pas sous les averses, car on se dit que tôt ou tard, toute cette eau qui n'est pas tombée durant le début d'année, eh ben, va tomber un jour ou l'autre. Bon, écoutez, je n'arrive pas à planter la bêche. Bon, bah c'est réglé. J'enfonce la bêche sur 5 cm, je ne veux pas m'évertuer. Il y a tout de suite des cailloux. Là, les limons sont bien refermés. Bon, allez, on va la laisser mûrir tranquillement. Mais chaque jour, c'est incroyable, elle change d'apparence. Les zones vertes basculent et jaunissent très vite. C'est joli, ça ondule avec le vent. Allez, pourvu que la grêle ne se mette pas là-dedans. À la veille de la récolte, ça peut faire des dégâts, surtout dans les colzas qu'on ira voir tout à l'heure. Et puis qu'elle ne tombe pas au sol. Ici, il y a eu, en termes de fertilisation, à peine une centaine d'unités d'azote. Voilà, ni plus ni moins. Je ne peux pas mettre plus que la réglementation encadre la chose.
par rapport au précédent qui était une févrole, pareil, ça a une incidence sur la quantité à apporter. Le précédent févrole est intéressant, apporte des éléments nutritifs. Donc s'il n'y avait pas eu de févrole, j'aurais tout de suite apporté 20-30 unités en plus. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai apporté dans l'orge semée en direct sur précédent orge que Laurent m'a semé avec son semoir direct. Là, elle est un peu plus verdoyante. Il y a un décalage de semis d'une quinzaine de jours par rapport à cette parcelle-là. Du coup, elle est un peu plus verte. Ça ne veut pas dire que ce sera mieux. On verra le résultat. Par contre, elle cohabite beaucoup avec de la vulpie et des vulpins. L'herbe qui l'accompagne, l'adventice qui accompagne la culture, bien pompe aussi de l'eau et des nutriments. Donc, c'est au détriment de la culture. Mais bon, ma capacité de désherbage était compliquée vu que c'est une orge sur orge. J'ai pas eu la possibilité d'y faire un colza. On verra bien. Le colza. Bon, je ne vais pas pouvoir aller bien loin. Au bout d'un moment, il est difficile de progresser au travers de tout ça. Mais tant mieux, ça veut dire que la végétation est présente. Là aussi, c'est surprenant comme elle est capable de passer au travers le climat actuel. Les siliques sont depuis un bon moment en train de gonfler. Les siliques, hein, ces gousses dans lesquelles il y a les futures graines. Voilà, sont de couleur verte. Elles vont brunir avec le temps, devenir noires. C'est prometteur, mais bon, c'est toujours pas arrivé au bout. Voilà, on a une hauteur. Les étages commencent ici, de silique jusque là. Il n'est pas plus haut que moi. Bon, je fais à peine 1m80, 1m78. Il est à 1m75 à peu près. Là, on est dans des limons. C'est les meilleurs potentiels de la ferme. Limons pas très profonds, mais un bon potentiel. Ou ici, en blé, on peut faire parfois 90-100 quintaux. Après, c'est pas la moyenne de la ferme. Il y a un peu plus de 34 hectares comme ça. C'est prometteur, c'est chouette. Alors aujourd'hui, les seuls ravageurs qui peuvent m'inquiéter, ça va être les pucerons cendrés, mais j'en détecte très peu de colonies. C'est étonnant parce que les conditions météo sont à leur faveur, mais il y en a très peu. Il y en a quelques-uns par-ci par-là, mais bon voilà, il y a une limite là aussi tout à fait acceptable. Si on n'en détecte pas trop, surtout en bordure, il ne faut pas en détecter tous les mètres non plus. Mais là à l'intérieur du champ, j'en vois pas. Donc c'est une très bonne nouvelle. Les tiges sont saines. Voilà, elle a perdu la plupart de ses feuilles, tout ça, ça tombe. Et concernant les pucerons cendrés, les insectes qui peuvent affecter le colza, ils se fixent au silique, hein, ils font des plus grosses colonies dans les blés et dans les tournesols. Et puis ils asphyxient la plante. Et puis là aussi, les graines ne se remplissent plus, la plante est parasitée. Mais là, il n'y a rien à faire. Et les pucerons ont aussi leurs propres parasites, leurs propres prédateurs, comme dans le colza et les blés, coccinelles, araignées, punaises, cirfes. Ce sont des petites mouches qui mangent les pucerons. Il y a aussi les chrysopes, je crois. Alors je ne sais pas s'ils sont sortis à cette époque-là, mais ça va être des insectes qui sont prédateurs des pucerons. Voilà, c'est chouette. Là aussi, encore une fois, je ne sais pas comment on fait. Ah si, vous voyez, là il y a une colonie. Et ça, c'est une toute petite colonie hein, de pucerons cendrés. Alors, il y en a une autre un peu plus belle ici. Donc, mais voilà, là, elles sont toutes petites. Hein. Ça peut se développer sur toute une partie de la plante et pas que sur quelques siliques et embranchements. On va essayer de regarder de ça de plus près. Et quand on les voit de près, hein, vous comprenez pourquoi on les appelle les pucerons cendrés. Ils sont ni verts ni marrons. Ils ont l'apparence de la cendre. Direction la luzerne qui est de l'autre côté là-bas. Pour rappel, ce sont des colzas que j'ai semés mi-août. Et puis après, j'en ai semé courant septembre, je ne sais plus exactement. Ceux-là n'ont pas réussi. J'avais une quinzaine d'hectares qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas passé l'hiver. Il y avait trop peu de plants où c'était très très hétérogène. Du coup, à la place, j'ai fait du tournesol. Donc certes, les colzas aujourd'hui sont jolis, rien n'est garanti. Mais les moins jolis, les plus moches, ceux qui n'étaient pas prometteurs, ils ne sont plus là pour être regardés. Il y a une autre culture à la place. Les plus jolis sont ceux qui restent. Cette luzerne que je vous ai montrée la semaine dernière
au fauchage par mes confrères. Ici la luzerne fourragère, donc on espère il y aura une autre coupe, peut-être 2 autres durant l'été. L'autre champ où c'est de la luzerne porte-graine, où il n'y aura qu'une seule coupe et je récolterai la graine à peu près au même stade, elle est en train de repartir. C'est incroyable, ça fait qu'une semaine et déjà ça décolle. Vous voyez, la coupe était là c'est sectionné et ça repart de la base. Incroyable cette plante. Elle a vraiment, quand je vous parlais système racinaire tout à l'heure dans le blé, beaucoup plus de capacité à descendre et à aller chercher de l'eau s'il n'y en a pas beaucoup en surface. La luzerne, c'est celle que vous voyez sur les bas-côtés en juillet et août. Lorsqu'il fait très chaud, l'herbe rase, les graminées vont pas beaucoup pousser, mais vous aurez toujours au-dessus du lot un pied par-ci par-là de luzerne sauvage, beaucoup plus haute, beaucoup plus exubérante pour la saison, car elle s'en sort mieux de ces périodes compliquées de sec, la luzerne, et ça se remarque comme ça. Ben voilà, elle est repartie. Bon, la coupe c'est pas pour demain, hein, mais incroyable ça, il y a une semaine il n'y avait pas ça. Bon, c'est un petit peu c'est pas très rigide, la végétation est plutôt flasque, ça a du mal à se tenir. La végétation est jeune, mais vous voyez, quand je la secoue, je l'ai pas cassée, hein. Et ça, c'est qu'il y a quand même un petit coup de chaud ambiant. Ça manque un petit peu de tenue de la plante, la tige est frêle, fragile. Bon bah voilà, puis les vulpins, tout ça, ils ont dégagé, ils sont partis dans le fourrage, ça leur a fait du mal, ils n'ont pas grainé. Du moins, ils étaient en fleurs, ils ont commencé à faire leurs graines, mais on leur a coupé l'herbe sous le pied. Là, elle est en train de s'épaissir, on voit toujours mes rangs. Lorsque j'ai semé, on voit les rangs de mon semis. Ici, je l'avais semé vers 10-11 kg hectare. Donc voilà pour ce tour de plaine. Ah oui, la févrole que vous n'avez pas vue, car je ne l'ai pas conservée. Elle était très envahie de matricaire, impossible à désherber. Et donc de la matricaire, une herbe que j'aurais conservée jusqu'à la récolte. J'aurais pu la faire faucher, l'emmener jusqu'au bout et la faire faucher comme l'année dernière, couper et puis venir récolter quelques jours après l'andin de la févrole avec la mauvaise herbe devenue sèche. Mais je ne vais pas renouveler l'expérience. L'année dernière, j'ai récolté de la févrole à hauteur de 500-600 kg hectare. Donc rentabilité nulle, même moins que nulle, hein. J'ai donné de l'argent à produire la févrole l'année dernière et c'était ce qui se tramait à nouveau. Donc pas de févrole cette année, mais beaucoup plus de tournesol, du colza, du blé, de l'orge et de la luzerne ici derrière. Donc voilà pour ce tour de plaine que j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible. J'espère ne rien avoir oublié, sinon je vous rajoute ces choses là en commentaire. N'hésitez pas à poser vos questions. À très vite et sûrement à très bientôt pour les moissons qui risquent d'avoir quelques jours d'avance si l'eau n'interfère pas en fin de cycle. Voilà, à très vite. À mardi prochain, 7h30. Salut!